Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette troisième ronde du DTC League de Mars. Encore quelques rondes et on va pouvoir attaquer le contenu du championnat régional qu'on a enregistré le week-end passé. Sans plus attendre, c'est parti. On a donc deux joueurs qui ont des decks plutôt catégorisés en tant que tempo. On a Malcolm the Eyes d'un côté et Marchesa Dealer of Death de l'autre côté. Donc il y a fondamentalement une différence de 1. Que ce soit un mana entre les deux command zones et une couleur en plus. On va voir si le noir, qui donne accès à un peu plus de removal, à des créatures, typiquement Psychic Frog, Barrogoyf et des discards, va vraiment avoir un impact sur l'aspect plus explosif et chercher à faire des doubles spells, donc lancer 2 sorts par tour. Du côté du joueur de Malcolm va avoir son impact ou pas. Dans les premiers tours, bien souvent dans les parties actuelles, c'est un échange un petit peu de ressources, on se sculpte la main avec des fetch dans des surveillantes, des ponder preordained, donc des cantrips, ces petits éphémères ou rituels qui nous permettent de manipuler un peu le dessus de notre bibliothèque avant de repiocher une carte. Ce qui permettra, puisque là il va quand même y avoir des sortes de guerres de ressources pour essayer de gagner le tempo et de le maintenir. Donc le tempo, c'est une notion un petit peu abstraite, mais fondamentalement c'est est-ce qu'on a l'avantage dans la partie ou pas. Généralement ça se manifeste par le fait d'avoir des créatures qui infligent des blessures continuellement, ou en tout cas qui infligent plus que ce que nous inflige l'adversaire. Donc c'est une bataille de ressources où justement chaque point de vie compte, chaque carte en main compte, et chaque dégât sur le board compte également. Les deux decks vont devoir faire une certaine quantité de card advantage, donc piocher plus de cartes qu'ils ne vont en dépenser. Malcolm fait ça à travers son général principalement en jouant 2 sorts par tour, donc ça lui coûte 2 mana, puisque c'est un jeton indice qu'il crée et qu'il sacrifie pour piocher des cartes. De son côté, Marchesa va activer sa capacité à chaque fois qu'elle va commettre un crime. Et cette capacité, elle demande immédiatement de payer 1 mana pour faire un passe-passe en fait. Regarder dans le top 2, donc les 2 cartes du dessus, en choisir une qu'on met dans la main et l'autre dans le cimetière. Donc on va voir si, déjà le toss je pense est important, mais si vraiment je pense que l'enjeu c'est également le fait d'avoir une command zone à 2 plutôt qu'à 3 dans le miroir, puisque en général les decks tempo vont jouer des menaces à 1, 2, 3 grands max en général, avec quelques exceptions, par exemple pour Pyrogoyf ou Headliner Scarlet, qui sont si puissantes qu'on leur excuse leur petit mana de trop ou même leurs 2 mana, accompagnés justement de petits sorts pour avoir ce qu'on appelle des cheap interactions, donc des interactions peu chères, pour pouvoir, selon X ou Y conditions, répondre à des problématiques. Donc par exemple, si un adversaire joue une Mother of Runes, il faut une interaction en face, que ce soit un petit contre-sort ou un petit removal. Donc là, comme vous pouvez le constater, il ne se passe pas grand-chose. C'est relativement normal. Il faut faire attention dans ce genre de match-up, que ce soit... en fait, dans les match-up où ça joue bleu. Il faut faire attention que généralement le premier qui bouge, il va engager des ressources, et donc il va être moins disponible pour interagir après coup. Là, on a l'exemple de Tony Requin qui lance son général, donc c'est probablement un test spell, parce qu'il peut potentiellement avoir envie de jouer autre chose, et qui se prend un counter spell. Il y a aussi quelque chose qui est important, j'ai oublié de le préciser, une guerre de l'information. Celui qui a le plus d'informations, c'est marrant parce que c'est un peu comme de la stratégie. Enfin, stratégie d'entreprise, j'entends. Il faut avoir pas mal d'informations, et généralement celui qui est le mieux informé, c'est celui qui va pouvoir s'en sortir le mieux. Donc on a justement, il me semble que c'est Alexandre Habert qui a remis au goût du jour les effets Vendilion Click, Peak, des cartes qui vont avoir tendance à regarder la main de l'adversaire, donc savoir autour de quoi il faut tourner. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que le counter spell qui a été lancé par Léo, c'est un peu un des meilleurs contre-sorts génériques. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas forcément d'autres contre-sorts fonctionnels à ce moment-là à dépenser sur le Malcolm qui, en soi, n'est pas
tant une menace que ça. Ça peut le devenir, puisque c'est l'outil, enfin c'est un des outils pour exercer la pression pour Malcolm, mais c'est aussi un de ses moyens de faire du card advantage. Donc là, typiquement, Léo réagit également avec une TNN, donc True Name Nemesis, qui est une menace que, fondamentalement, si elle résout, Tony pourra rien faire. Puisque, à son arrivée en jeu, il donne protection contre un joueur, donc peut pas être ciblé, bloqué, etc. par son adversaire. On a... Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? A priori, pour 3, pardon, Tony flash un Brazen Borrower, donc la créature, qu'elle vole, mais qui ne peut bloquer que des créatures qui ont elles-mêmes le vol. Donc là, il va y avoir une course. Étant donné que le joueur de Malcolm a lancé le Brazen Borrower à la fin du tour de Léo, enfin du joueur de Marchesa, il va pas pouvoir jouer ça. Ah, on était toujours... Ah non, on n'était pas toujours en phase... On était... Pardon. Phase d'attaque du tour du joueur de Malcolm. Le joueur de Marchesa fait un Pyroblast pour donc détruire un permanent bleu. En l'occurrence, c'est le Brazen Borrower. Il a attendu d'être pendant la phase d'attaque du joueur de Malcolm pour s'assurer qu'il ne lance pas un sort plus impactant autour duquel le joueur de Marchesa aurait voulu réagir. Là, typiquement, en main phase 2, c'est une Fable of the Mirror Breaker qui fait un petit peu tout ce qu'on souhaite dans ce genre de match-up, de miroir, c'est-à-dire poser du board, avoir 2 permanents relativement embêtants. Le tour d'après, ça permet de se sculpter la main, donc en défaussant jusqu'à 2 cartes. Et après, ça devient vraiment un peu le bazar, puisque ça permet de créer des jetons qui sont des copies de créatures non légendaires. Enfin, on doit les sacrifier à la fin du tour, mais ça permet d'abuser des capacités d'arrivée en jeu. On pense typiquement à Pyrogoyf, où c'est probablement une des meilleures targets. Mais même juste copier le petit jeton gobelin, étant donné que le jeton doit être sacrifié au début de la prochaine étape de fin. Si on active la fable à la fin du tour adverse, on va pouvoir profiter du jeton pendant tout notre tour, avant qu'il soit sacrifié à la fin de notre tour. Donc, petite passe Eva en termes de dommages qui sont infligés. Léo décide de prendre l'agression, donc en attaquant avec son TNN, plutôt que de le garder en bloquant. Ça se défend puisqu'il inflige 3 blessures, là où son adversaire ne lui en infligera que 2. Par contre, le token gobelin et chaman, à chaque fois qu'il attaque, il crée un trésor. Donc, il crée des ressources, donc temporaires, puisqu'un trésor, on doit le sacrifier pour faire du mana. Mais ça permettra d'avoir plus de ressources disponibles pour réagir lors d'une battle de contre. Alors, Brainstorm qui est joué, je ne sais pas exactement à quelle phase on est, c'est soit à la fin du tour de Léo, soit à une des main phases de Tony. Alors, donc on était bien en main phase de Tony, ça peut être soit donner l'information qu'il n'a pas exactement ce qu'il souhaite en main, soit au contraire qu'il creuse. Donc il va chercher dans sa bibliothèque dans top 5 à 10 pour essayer de trouver les bonnes réponses aux questions qui sont proposées par l'adversaire. Effectivement, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, phase d'attaque avec le gobelin. Au pire, il y a une bestiole qui est flashée et le gobelin meurt, mais au moins le jeton aura été créé, le jeton trésor. Fetch en fin de tour pour Marchesa, très probablement un Surveillant, cette fois-ci le bleu-rouge, c'est ça. Thunderous Falls, me semble-t-il. Petit shuffle, on va aller vérifier le dessus de la bibliothèque. Alors dans cette situation, je ne sais pas exactement ce que va chercher Léo. On voit qu'il joue quand même pas mal de cartes qui sont un peu des mirror breakers, un peu comme la fable. Ha ha ha. L'idée c'est de jouer par exemple Pyroblast, de jouer Mystical Dispute, qui permet, c'est une sorte de mana leak qui coûte soit 1 de plus si on cible un sort qui n'est pas bleu, soit 1 de moins
si on cible un sort bleu, et une mana leak pour un petit mana. Généralement, ça gagne des batailles de contre. Ça permet aussi de protéger un play impactant qu'on souhaiterait jouer. Typiquement, là, Léo joue Marchesa. Ça y est, et son but, c'est de proposer une menace, de proposer une cloque également, d'empêcher son adversaire d'attaquer, puisqu'avec une 3-4, c'est pas chose aisée d'attaquer avec une 2-2. Bien qu'on puisse bluffer d'avoir une bolt ou n'importe quel sort qui colle 2. Et là, Tony envoie l'artillerie lourde. Ah oui, donc vraiment Léo, il allait chercher loin dans ses classeurs de contre anti-bleu. Flusterstorm, autrement dit un contre incontrable pour les éphémères rituels, puisque quand on lance Flusterstorm, on a une capacité qui rentre en pile, ça va, Storm, qui dit qu'on va la copier pour chaque sort qui a été lancé avant. Donc généralement, étant donné que c'est un contre-sort, il y en a au moins 2 qui rentrent en pile des Flusterstorm. Et étant donné que le joueur de Malcolm n'avait qu'un terrain à sa disposition, alors il a un terrain mais il a 2 mana. Techniquement, il me semble qu'il aurait pu... Ah non, pardon, my bad. Il y a Marchesa qui a été lancé, un contre, donc Cryptic Command, et ensuite... Excusez-moi, le petit mot de gorge. Flusterstorm qui a été lancé. Donc ça veut dire que le sort est contré à moins qu'il ne paye 3. Marchesa est donc en jeu, et à partir de maintenant, à chaque fois que Léo va commettre un crime, il va pouvoir payer un mana et faire une sorte de super passe-passe. Et en attendant, on a toujours la TNN qui vient gratter des points à Tony. Petit moment de réflexion de sa part d'ailleurs. Là, son général il coûte 4, et c'est vrai que, ouais, bien qu'il ait vol célérité, Malcolm s'il coûte 4 mana, c'est tout de suite vachement moins fort, et ça limite la capacité à faire des doubles spells. Typiquement, voilà, on voit Urza's Bobble, il y a également Mishra's Bobble, qui sont des mini cantrips, mais qui coûtent 0, qui permettent de remplir le Delirium, donc remplir le nombre de types de cartes qu'on a dans notre cimetière, et d'activer justement la capacité de Malcolm dès le tour 2 où il peut potentiellement être lancé, à savoir lancer 2 sorts dans le tour. Pyrogoyf, intéressant. Donc il faut faire attention à la Fable du Mirror Breaker qui pour le moment a le mal d'invocation, mais à partir du prochain tour, un Pyrogoyf copié, ça peut vraiment clore une partie en 2 temps 3 mouvements. Pourquoi ? Ça, généralement, les joueurs de Satya connaissent l'interaction. Si on crée un jeton qui est une copie du Pyrogoyf, le Pyrogoyf qui était déjà en jeu voit le nouveau Pyrogoyf arriver, et le Pyrogoyf qui vient d'arriver se voit lui-même arriver. Ça veut dire que si on a un Pyrogoyf qui est par exemple 4-4, on va infliger 2 fois 4 blessures. Généralement, ça peut aller jusqu'à 5-6. 7, il faut vraiment aller chercher dans les types un peu complexes. Ok, on a, il me semble, un petit problème dans le sens où il y a eu une misdirection qui a été faite sur une capacité et c'est pas possible. Misdirection, c'est uniquement sur un sort. Donc on a bien une cible unique, celle du Pyrogoyf. Maintenant, je crois bien qu'il y a eu une petite erreur dans la lecture de... Alors c'est vrai que Misdirection, c'est pas une carte qui est extrêmement jouée, c'est une carte un peu tricky, donc on voit que c'est bien marqué. Le sort ciblé avec une seule cible une autre cible à la place. On est sur quelque chose de très précis et ciblé. Voilà. Qui est donc une forme de free spell et qui peut faire du 2 pour 1. Par exemple, si les 2 joueurs ont une créature et que l'adversaire il fait un removal sur la bête de l'adversaire, on peut faire une misdirection et le joueur qui a lancé le removal va devoir détruire sa propre bête à la place. Et alors là, c'est vrai que c'est dévastateur. Et du coup, ça rembourse la deuxième carte qui a été pitchée, donc exilée, sur la misdirection. Alors c'est un petit peu dommage de faire un toxique déluge alors que l'on a une TNN parce que du coup ça la détruit. Mais au moins ça permet de virer toutes les créatures qui sont en jeu, puisque là en l'occurrence c'est plutôt Tony Requin qui avait l'avantage du board.
D'ailleurs, il me semble qu'on a un petit problème au niveau de l'enregistrement de la caméra. Elle est un petit peu capricieuse en ce moment. Soyez rassurés, je suis en train de mettre de côté pour me racheter une caméra un petit peu plus performante qui évitera justement d'avoir tous ces reflets pour augmenter également la qualité des vidéos. Donc on passe directement à la partie 2. C'est Tony Requin, in fine, qui a remporté la partie. Le Toxic Déluge de Léo lui avait fait un peu trop perdre de points de vie. Et la capacité vol de Malcolm lui a permis de gratter pas mal de points pour aller chercher le létal. J'en parlais en préambule de cette vidéo. Jouer noir, ça permet également de jouer les discards. Donc une duresse va s'avérer très pertinente contre un deck qui joue vraiment beaucoup d'interactions. Donc là, typiquement, il y a une Chain Lightning qui a été défaussée. On voit qu'il y a une Vendilion Click, Abhorrent Oculus, Fury et 2 terrains dans la main de Tony. Alors c'est vrai que Abhorrent Oculus demande d'avoir 6 cartes à exiler au cast dans son cimetière. C'est vrai que le fait d'avoir une discard, ça aide en ce sens. Maintenant, c'est vrai que c'est pas non plus idéal de se faire défausser des cartes de sa main, surtout que j'en parlais aussi. Léo a l'information de ce qui va lui tomber sous le nez. Il a l'information également que son adversaire n'a pas de contre-sort. Donc si jamais au tour 2 il avait voulu essayer de résoudre un Psychic Frog par exemple, il n'y avait ni removal, puisqu'il n'y a pas de carte rouge à pitcher, en tout cas pas à sa connaissance pour la Fury, ni de contre, ce qui fait qu'il aurait pu profiter de l'appel d'air, on va dire, de la fenêtre ouverte, fenêtre de tir, pour justement avoir un avantage. En l'occurrence, il n'a peut-être pas de power play. Dans ce genre de situation, je ne sais pas si on a envie de faire duresse dès le tour 1, enfin la discard dès le tour 1, parce que à partir des tours 2, 3, on peut avoir envie de faire une discard juste avant, donc dans le même tour, de résoudre un play impactant. Typiquement, au T4, il aurait pu faire duresse dans Marchesa. Donc d'abord duresse et ensuite Marchesa pour prendre l'info, résoudre sa Marchesa. Donc certes, il perd un trigger de crime, mais au moins c'était pas un drame. Il pouvait voir s'il pouvait résoudre son général. Parlant de ça, Tony a pu résoudre le sien, souhaite rentrer en phase d'attaque, fatal push, hop, clean answer. On est donc sur un statu quo. Donc au final, ça n'a pas pesé pour grand chose en termes de tempo, mais c'est vrai que les discards, c'est pas tout à fait optimal en termes de tempo, donc d'avantage de ressources sur l'adversaire, étant donné que certes, on va faire du 1 pour 1, on va avoir chacun perdu une carte dans notre main. Par contre, le joueur qui a joué la discard a payé du mana pour ça, alors que le joueur dont la main est observée a perdu certes une carte, mais n'a rien dépensé. Il peut donc être parfois intéressant, quand on a une redondance de sorts pertinents dans notre main, de laisser résoudre la discard plutôt que de se battre et d'essayer de la contrecarrer. Surtout si on anticipe que l'adversaire lance une discard pour lancer un sort pertinent juste après. Lorien Reveal qui a été Island cyclé. Il me semble que c'était une Volcanic Island que Léo est allé tutoriser. Palantir of Hortanque. Bon, je sais pas exactement comment ça se prononce. On est sur une carte exotique mais qui fait quand même pas mal de trucs, à commencer par du card advantage. Donc on a là une sorte de mini monarque qui ne trigger que sur nous, soit qui va infliger un max de blessures, soit qui va nous permettre de filtrer le tuyau de notre bibliothèque avant de piocher des cartes. En l'occurrence, c'est une force de négation. C'est relativement pertinent quand même parce que le Palantir, certes c'est pas joué, mais c'est quand même une carte qui peut s'avérer très pertinente, notamment quand les parties vont un petit peu plus sur la durée, puisqu'en fait on ajoute au début de notre étape de fin à chaque fois des marqueurs qui nous permettent de révéler autant de cartes qu'il y a de marqueurs, et l'adversaire perd autant de points de vie que la valeur de mana totale, si je me rappelle bien, à moins qu'il ne nous fasse piocher une carte, mais auquel cas on a fait quand même un regard 2 au-dessus, donc on a l'info des cartes qui sont au-dessus. Donc, Vendilion Click qui est flashé juste pendant la phase de pioche, donc après qu'on ait pioché, juste avant la main phase 1, histoire d'avoir la priorité, et qui permet de regarder l'ensemble de la main, notamment après celle qui a été piochée pendant le tour.
Donc là, typiquement, c'est bien, parce que c'est cool, c'est une illustration exactement de ce que je disais juste avant. Léo, il a quasiment que des contresorts dans sa main. Déjà, il a eu le bon réflexe de laisser résoudre la Van Dylen Click, puisque dans tous les cas, il s'en fiche un petit peu, il pourra répondre à peu importe ce que l'adversaire va proposer. Donc là, il a deux contresorts, un removal. C'est Sudden Edict, la carte noire qui est au milieu, c'est pour 2 en éphémère avec Instant Flash Second, je sais plus comment ça s'appelle. Ça va être une capa qui, tant qu'elle est en pile, on peut pas lancer de sort. Donc ça la rend virtuellement incontrable pour faire sacrifier l'adversaire une carte. Donc Léo a pété la Van Dylen Click en réponse. Ok. Ah oui, d'accord. Tony lance une babiole un peu dans le vent, mais je pense que c'est pour aller topper sa 6ème carte au cimetière pour lancer son Aberrant Oculus. Maintenant, s'il lance vraiment son Oculus maintenant, c'est un peu fatigué parce qu'il a pris l'info que Léo avait un removal qui fait sacrifier, en plus de tous ses counterspells. Donc soit le plan, c'est de faire tomber les contres, soit... Ouais, je pense qu'il a été plutôt raisonnable de passer son tour, Tony. Ah, on a eu un petit miss trigger, il a oublié de piocher, Tony. Bon, c'est bien. Dans tous les cas, il me semble que c'est un trigger obligatoire. Le mieux, c'est quand même d'éviter de les oublier. Dans ce genre de situation, j'ai tendance à le répéter assez souvent, mais bon, c'est toujours important de le dire. Pensez à mettre un dé ou n'importe quoi au-dessus de votre bibliothèque pour sortir du pilote automatique et de vous questionner pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose. Ah oui, c'est un petit peu comme ceux qui font une croix sur la main pour pas oublier quelque chose, ou qui se mettent un nœud ou peu importe. Ça permet d'éviter d'oublier, notamment quand on a quelque chose à se rappeler. Typiquement, là, c'est sur le trigger de la bubble, piocher une carte à l'entretien du tour adverse, donc c'est avant que l'adversaire ne pioche. Et si du coup l'adversaire pioche en premier, ça veut dire qu'on a oublié notre trigger, et que du coup on l'a dans le baba. Force of Will sur Marchesa, ce qui permet à Tony de flasher une Tishana Stylebender. Et donc là, il peut faire double sort. Ouf, la Mystical Dispute qui est vraiment clutch. Parce que Aberrant Oculus, ça a la sale manière de clôturer des parties très rapidement. Parce que déjà pour 3, on a posé 5 de board. Et ensuite, dès l'entretien du tour adverse, on commence à poser un board vraiment horizontal. Pyrogoyf qui permet de renverser la vapeur. Donc là, on a vraiment un match que je trouve assez intéressant. Où ça illustre bien. Ce serait chouette que... Alors je sais pas si je vais pouvoir faire ça au montage. Mais de faire une sorte de flèche vers laquelle le tempo se dirige. Donc là, la flèche, elle était plutôt de Tony vers Léo, donc c'est plutôt... Non, dans l'autre sens. C'est Tony qui avait l'avantage. Avec le pyrogolf, hop, elle est passée de l'autre côté. C'est plutôt Léo qui a récupéré l'avantage avec son pyrogolf qui a fait je pose une menace et en même temps, je détruis celle de l'adversaire. Mockingbird pour 5 a priori. Ah, d'accord, ok. Je pensais qu'on payait 1 de plus sur le Mockingbird. Ok, donc c'est un peu meilleur que ce que je pensais. Donc pour 4 mana, Mockingbird qui va créer un Pyrogoyf avec le vol. Et du coup à l'ETB, étant donné que les Goyf ils ont toujours 1 de plus d'endurance que leur force, il peut pas tuer le Pyrogoyf adverse, donc j'imagine qu'il lui a envoyé un parpaing dans la tête, c'est-à-dire... Ah non, ça va. 3 petits points. Sudden Edict, évidemment. Tony avait l'info. Ouais, donc pour 4 mana, il a fait une bolt, quoi. Une bolt, mais qui fait défausser une carte de l'adversaire aussi. Bon, phase d'attaque, on continue d'attaquer du côté de Léo. Voyons quel va être le follow-up. Là, les joueurs vont commencer tout doucement à s'essouffler, étant donné qu'ils n'ont pas fait énormément de card advantage. Donc on se sculpte la main pour non pas faire du card advantage, mais essayer de piocher des cartes qui vont être le plus pertinentes possible, typiquement avec Preordain.
Voilà, on laisse quand même le temps de résoudre cette préordain. Donc après on garde les 2 cartes au-dessus, on en pioche une, et on passe le tour. Pas beaucoup de land drop qui sont assurés du côté de Tony. On va voir si c'est suffisant pour reprendre l'avantage. Là en l'occurrence c'est plutôt Léo qui dispose du tempo. Donc il continue d'attaquer, même c'est vrai que c'est quand même un peu dommage qu'il n'y ait que 3 types dans le cimetière. Tony a été quand même assez smart d'exiler sur son Aberrant Oculus tous les types, un petit peu fancy, type Artefact, Planeswalker, etc. Izzet Charm qui permet de pitcher une Fury. Et effectivement, Tony avait l'info de la Memory Lapse, donc il est rentré dedans. Mais il a décidé de pitcher, typiquement pour avoir potentiellement des sorts de réaction. Non, donc après il a rien. Je me demande s'il aurait pas été plus pertinent de, si jamais il a son land et qu'il bluffe le fait de ne pas le poser pour donner à l'adversaire l'impression qu'il a plus de cartes en main, donc potentiellement plus de contre. Ça aurait pu être mieux de poser son land et de hardcast sa Fury, pardon. Non, peut-être pas. Pour 4, Murktide. Il me semble qu'il y a encore un counterspell dans la main de Léo. Donc on a un Murktide. Oh là là, c'est énervé quand même dans ce genre de match-up. Hein. Pyroblast, pour 1 mana, je te compte ton drop set. Incroyable. Donc ça, en termes de tempo, c'est du caviar. Faut-il réussir à embrayer derrière et à proposer de l'agression? Là, en l'occurrence, on a du mal à mettre un 3ème type. Il doit y avoir terrain, éphémère et créature. Je crois qu'il n'y a même pas de rituel. En phase d'attaque, là il va quand même falloir proposer des trucs. Snapcaster Mage, qu'est-ce qu'il y a dans le cimetière de Tony? Bah je crois qu'il n'y a rien en fait. Il veut juste proposer un chum blocker. Cut down en réponse. Tony se retrouve donc à 3 petits points de vie. Là, s'il a rien, bah en plus il a repioché sa Fury. Donc soit il a un land ou une carte à... Ah ouais d'accord, donc il a rien du tout. Alors pour 2, Malcolm qui va se prendre un Drone in the Lock. Ça tombe bien, il y a pile de cartes dans le cimetière de Tony. Et c'en était trop pour... comment il s'appelle? Pour Tony qui concède cette 2ème partie. Du coup, c'est Tony qui débute la 3ème partie. En plus, il a une command zone qui coûte 1 mana de moins, donc ça lui donne vraiment un avantage sur le démarrage. Faut tout de même garder à l'esprit que... Ah oui, donc vraiment le plan de Léo, c'est T1 discard. Qu'effectivement TNN, c'est une menace que Léo n'aurait pas pu contrer, enfin n'aurait pas pu remove. Voilà, il prend quand même de sacrées infos, Léo, sur cette discard, effectivement. On a Subtlety, on a le contre qui permet de prendre le contrôle. Inverse Polarity, je crois, un truc comme ça. Invert Polarity. Et on a Galvanic Blast, donc celui avec Metalcraft. Et oui, c'est relativement smart d'ailleurs quand notre général pose des artefacts en jeu, de jouer une carte qui est un blast, une sorte de choc upgrade, pour peu qu'on ait 3 terrains en plus. 3 artefacts, pardon.
Voilà, donc là, typiquement, le Baleful Strix, il est assez embêtant pour le joueur de Malcolm, puisque son plan, c'est de coller des points avec le vol. Mais Léo n'a pas à être embêté par ça, puisque son Strix lui a généré du card advantage, puisqu'il a fait 2 cartes pour une. Il a posé sa bête, il en a pioché une autre de cartes, et il a forcé son adversaire à faire une Galvanic Blast dessus. On a encore une discard. Je pense que Léo a assez peur du Invert Polarity adverse. Donc évidemment, dans le doute, on le flash, enfin on lance le sort. Ouais, mais là du coup c'était pas giga smart. Ouais. Bon, Léo il a pris un petit peu peur que sa discard se retourne contre lui. Et du coup il a lancé une evasive action à x égale 2 je crois. Avec un domaine à 2. Et donc Tony doit défausser le Tails End qu'il avait en main. Il se retrouve avec juste une Subtlety qui va pouvoir flasher. Donc là... Ah oui non, d'accord, il décide de ne pas la flasher. Il préfère lancer son Malcolm et débuter l'agression. Sachant qu'en plus son autre sort en main, donc son top deck, c'était un Seal of Fire qui est un choc délayé puisqu'on peut le sacrifier à tout moment, qui lui permet de poser son indice qui pourra craquer plus tard. Alors. Encore une discard, dis donc, il a pioché toute la phase, tout le pan disruption de son deck. Galvanic Discharge, hop, on gère la menace adverse. J'imagine qu'il n'a utilisé que deux énergies dessus. Puisque si jamais il a Snapcaster, ça lui permettra d'aller chercher une créature avec 4 d'endurance. Un fetch. Là, Léo est un petit peu embêté, je pense, parce qu'il sait que son adversaire a une Subtlety en main. Donc il peut pas se permettre de flasher son général, sans en tout cas avoir une interaction pour gérer la Subtlety. Parce qu'en plus, Subtlety, ça a le mauvais goût de renvoyer soit au-dessus, soit en dessous de la bibliothèque, mais ça veut dire que ça annule potentiellement la prochaine draw. Sur une command zone, on peut la renvoyer directement coucouche panier, mais ça veut dire qu'elle va coûter 2 de plus, notre commandant. C'est assez vite embêtant. Fire et Highlight, il me semble, le terrain qui a été mis derrière. Pour un mana, on a encore une discard. Voyons ce qu'on va pouvoir retirer dans la main de l'adversaire. Donc là, a priori, l'Inquisition of Kozilek ne va pas pouvoir défausser la Subtlety, mais au moins ça va permettre de checker si l'adversaire a un autre removal, un autre contre-sort qui va nous empêcher de lancer notre play impactant, qui sera très probablement Marchesa. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir la suite? J'ai un petit bug à l'écran. Normalement ça devrait se solutionner relativement rapidement. Alors c'est reparti, on a donc la Marchesa qui a résolu, désolé pour le petit bug technique. Ah non, on a la Marchesa qui est lancée et qui
permet à Tony d'enfin lancer sa Subtlety pour 4. C'était sans compter un counterspell du côté de Léo. Et il me semble que c'est une Otawara qui est en plus dans la main de Tony, dont Léo a l'info, pardon. Là, on peut relancer éventuellement Malcolm pour 6. C'est vrai que ça a quand même relativement fatigué. Ah non, c'est une Blood Moon. Alors, Blood Moon contre Léo, ça va être relativement fort quand même, puisqu'il a quand même très peu de basiques, notamment parce que je pense qu'il joue Tented Pack, donc ça veut dire qu'il a au grand max, il a 6 basiques, pardon. Et donc ça permet de nullifier les 2 manas restants de Léo. Alors en l'occurrence, il me semble que c'était pas du bleu, mais quand même. En plus, je ne crois pas que Marchessault dispose de moyen de déloger une Blood Moon. Ouais, pareil, Otawara, à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre. Donc le joueur de Malcolm continue ses petits dégâts de gratte. Là, techniquement, Léo gagne la course, puisqu'il inflige plus de blessures que son adversaire, même si son adversaire a un tout petit peu plus de points. Cela dit, il y a quand même une Otawara qui est en jeu. Qui est en main, donc voilà. Léo se précipite un petit peu sur le fait de retirer les 3 points à son adversaire. Mais là, la Marchesa en main, concrètement, il ne pourra plus rien en faire. Mince. Phase d'attaque du Malcolm qui va continuer d'attaquer. Il faut garder à l'esprit qu'il y a également le Seal of Fire qui est en jeu. Donc ça veut dire qu'il y a un tour de clock en moins techniquement. Et là, Léo dispose d'encore 2 ou 3 tours max pour trouver une solution. C'est donc le fait d'avoir une couleur en moins, ça permet d'avoir plus de basiques pour le genre de Malcolm UR, qui en plus dans bleu et rouge, on a l'avantage de pouvoir jouer les 3 Moon Effect, à savoir le Magus rouge, le Magus bleu et la Blood Moon. Ouais, là malheureusement, je pense que Léo il s'est fait avoir. Il a tout donné sur les premiers sorts. Et il se fait prendre à l'aggro. Parce qu'il n'a pas de réponse. Potentiellement un Pyrogolf ou quelque chose de ce genre-là pourrait s'avérer pertinent. Malheureusement, je crois que ce n'est pas le cas. Crucible of World, donc Sokenzan défaussé permet de poser 2-1-1 célérité pour s'assurer de clore la partie. Même si Léo avait un removal pour le Malcolm. Donc je les laisse quand même résoudre leur phase d'attaque. Et voilà. Félicitations à Tony qui remporte cette 3e ronde. La prochaine, on va voir un match-up assez intéressant. On va voir Ral, donc le nouveau Ral bleu-rouge Storm contre Amalia Lurus. Il s'agit du même joueur de Ral qui a fait d'excellentes performances lors du championnat régional. Donc si jamais ça vous intéresse, restez connectés, ça arrivera d'ici quelques jours. Merci de m'avoir écouté, c'était Totoru pour l'entre du deck.